Bien, bonjour à tous, guys and girls. Euh, Première partie donc du cours sur les États-Unis et le monde depuis 1945. En grand 1, nous allons nous intéresser à la puissance américaine justement au sortir de la guerre en 1945. Pour un souci de simplicité, je reprends exactement le plan du chapitre tel qu'il est traité dans vos manuels, ce qui explique le titre, hein, qui est le même, La puissance américaine en 1945. De même, je m'appuie sur les trois entrées principales qui sont mises en œuvre dans vos manuels, à savoir une première entrée, une puissance victorieuse, une deuxième entrée, une puissance économique, la première puissance économique mondiale, et puis troisième entrée, une puissance culturelle. Donc, première sous-partie, une puissance victorieuse. Alors, on peut commencer en signalant que la guerre, elle tourne une page dans l'histoire des États-Unis d'Amérique et elle va mettre fin quelque part à l'isolationnisme qui était un des piliers de la doctrine en politique étrangère des États-Unis jusqu'à la guerre et avec laquelle la guerre vient rompre différents. Alors, cette doctrine, pour être encore une fois un peu simplificateur, elle reposait sur l'idée suivante, à savoir que les États-Unis devaient éviter à tout prix d'être engagés dans des conflits dans lesquels les intérêts directs des États-Unis n'étaient pas mis en danger. Alors, je vous propose de visionner ce premier petit extrait. C'est un extrait, donc, les funérailles de Roosevelt. À Franklin Roosevelt, les États-Unis ont fait les plus belles funérailles qu'un peuple puisse faire à son chef. Le Warm Spring Will mourut jusqu'à Washington. Sur 1000 kilomètres, des foules massées le long des voies ont donné la mesure de leur attachement à l'homme qui incarna la volonté de son pays. À Washington, précédé d'unité de toutes les armes, celui qui fut, fait unique dans l'histoire, 4 fois consécutif président de la Grande République, a accompli son dernier voyage. Le deuil d'un peuple, plus que les honneurs impériaux du cortège, disent assez combien plus grande l'action de cet homme qui, à force d'énergie, triompha de la maladie, des luttes politiques, de l'égoïsme des puissances établies et de la passivité des hommes devant un malheur qui ne les atteignait pas directement. Bien. Cette première phrase, donc, ici, pardon, est importante. Celui qui mit fin quelque part à la passivité des hommes face à un malheur par rapport auquel ils ne se sentaient pas concernés. Alors, effectivement, Roosevelt est véritablement celui qui a été l'artisan de l'entrée en guerre des États-Unis et qui a su aussi, je dirais, conduire le peuple américain vers une guerre qui lui semblait dès le départ lointaine. Tout ceci étant toujours finalement à mettre en rapport avec cette doctrine de l'isolationnisme américain tel que il était, je dirais, cette doctrine telle qu'elle était proclamée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet isolationnisme avant-guerre, il reste malgré tout relatif.
Et au sortir de la Première Guerre mondiale, les États-Unis avaient proposé une réorganisation profonde du système des relations internationales, notamment avec la création de la SDN. Or, le traité mettant en œuvre la SDN n'avait pas été ratifié par le Congrès américain. Le Congrès américain, refusant en particulier l'article 10 de cette organisation qui stipulait que la SDN se devait de protéger l'indépendance, l'intégrité territoriale des États membres. Ce qui signifiait globalement que les États-Unis auraient pu être conduits à intervenir dans des conflits où leur intérêt premier, leur intérêt proche n'était pas directement mis en jeu. Continuons. Un petit peu de son quand même. C'est dans le jardin familial de Hyde Park, qui vit les jeux de son enfance, que reposera désormais le grand démocrate. Le monde des hommes libres viendra demain en pèlerinage à cette place où s'inclinent aujourd'hui le président Truman, son successeur, et la famille du disparu. Car aux yeux de toutes les nations, Roosevelt demeurera un symbole pour ces mots qu'il a dit. Nous autres Américains, nous sommes résolus à sauver la liberté. Bien. Alors, deuxième petit arrêt sur cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez la regarder, je dirais, dans son intégralité. Hein, mais pour moi, c'est le deuxième point important après celui, je dirais, de la fin de l'isolationnisme américain, c'est cette dimension d'une puissance américaine qui serait malgré tout mise au service d'intérêts quasi bibliques, la nation américaine ayant un véritable rôle messianique, celle de défendre à l'échelle globale les idéaux de la liberté. Il faut bien comprendre que la puissance des États-Unis et que le peuple américain se considèrent finalement, considèrent qu'ils ont une mission quasi biblique qui est celle de répandre la liberté et de répandre le bien dans le monde entier. Il serait en quelque sorte un peuple élu. Cette notion de croisade idéologique est fondamentale pour comprendre les ressorts et la manière dont la puissance des États-Unis peut être mise en œuvre. Cette dimension de croisade, on va la retrouver dans les années 90-91, lorsque les États-Unis, avec l'aval de l'ONU, entreprennent cette mission de reconquête, de libération du Koweït, Koweït qui avait été indûment annexé donc par Saddam Hussein et par l'Irak. Ce type d'intervention est vraiment à lire dans cette dimension d'un peuple américain qui est d'une puissance américaine qui est au service d'une grande croisade. Cette grande croisade, c'est diffuser la liberté et diffuser le bien. Et la puissance américaine, finalement, elle a, pour s'exprimer, toujours besoin d'avoir en face d'elle, je dirais, un modèle à repousser. Et en fait, c'est l'opposition, quasiment, c'est l'opposition du bien contre le mal. Les États-Unis, porteurs du bien, en face, je dirais, de concurrents internationaux qui symboliseraient quelque part le mal. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès 1945, les Américains, notamment celui qui succède à Roosevelt, à savoir le président Truman, comprennent que la croisade pour la liberté ne s'est pas arrêtée avec la destruction des régimes totalitaires et militaristes, mais que cette croisade, elle va se poursuivre en face d'un nouveau mal, à savoir l'Union soviétique. Et en 1945, on est déjà dans une période d'avant-guerre froide, hein, finalement, où les États-Unis, je dirais, ciblent bien que le mal
un nouveau visage idéologique, à savoir celui de l'Union soviétique. Et donc cette croisade pour la liberté, elle ne s'est pas achevée en 1945 avec la simple destruction de l'Allemagne ou du Japon. Donc ça, c'est un élément quand même qu'il faut que vous ayez en tête pour bien, je dirais, comprendre le sens qu'il faut donner à la puissance et à l'action des États-Unis. Une puissance, je dirais, fait toujours reposer sur son action sur un certain nombre de fondements idéologiques. Et pour les Américains, l'un des fondements majeurs et l'un des fondements centraux, c'est cette croisade pour le bien dont ils auraient reçu mission quasi religieuse. Bien, deuxième temps de cette première sous-partie, les États-Unis donc sont à la base de la reconstruction politique mondiale. C'est eux qui mettent en place l'organisation des Nations Unies, dont la charte fondatrice est ratifiée et votée en juin 1945 lors de la conférence de San Francisco. Alors, ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est que finalement, c'est à la fois, je dirais, une continuation de l'idée de système international tel qu'avait pu, dès 1919, la développer le président Wilson, mais c'est aussi dans son fonctionnement, je dirais, un système international qui va reposer sur des valeurs américaines. Alors, l'objet, c'est bien sûr de maintenir la paix et la sécurité internationale, mais c'est la manière dont s'organise le système des Nations Unies qui est intéressant à ici analyser un petit peu plus en profondeur. Cette organisation, elle repose sur l'égalité souveraine entre les membres. Elle repose également sur l'Assemblée générale qui est un véritable Parlement des peuples, ce qui veut dire que l'organisation internationale mondiale, elle doit reposer sur des principes démocratiques. Ça, c'est vraiment le premier point. Mais il y a un point intéressant, c'est que dans, je dirais, les différents articles qui règlent le fonctionnement de l'ONU, il est clair que les membres restent souverains dans leurs affaires intérieures. Et ça, c'est l'autre volet, à savoir que le système international, il va reposer sur une assemblée des peuples organisée autour de principes démocratiques, mais chaque membre de ce système sont responsables, comme pour les Américains, dans une société, chaque individu est responsable. Et ici, on retrouve cet aspect dans, je dirais, l'originalité de l'ONU dans son fonctionnement, puisque l'Assemblée générale, le Parlement des peuples, ne peut émettre que des recommandations. Par contre, c'est au Conseil de sécurité que revient le choix d'utiliser, je dirais, la force. Le Conseil de sécurité qui lui va prononcer des résolutions, c'est le bras armé de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité qui a la capacité d'action, c'est-à-dire la capacité à entreprendre et à mettre en œuvre des mesures coercitives pour empêcher ou tout simplement qu'un des États membres ne contrevienne aux principes sur lesquels est organisé ce nouvel ordre international. Et ce qu'il y a de profondément original, c'est dans la manière dont il est formé. Alors on trouve 15 membres dans ce Conseil de sécurité, il y en a 10 qui sont renouvelés tous les 2 ans, et il y a 5 membres qui sont 5 membres permanents. Ce sont les 5 grandes puissances victorieuses en 1945,
Mais finalement, on retrouve quelque part, je dirais, un certain nombre de fondements idéologiques des États-Unis, à savoir que dans une communauté, certains membres ont plus de responsabilités que les autres. Donc ces membres, il faut bien les individualiser et leur donner un rôle ou un pouvoir spécifique. Et ce pouvoir spécifique, c'est le droit de veto, c'est-à-dire le droit qu'ont un de ses membres du Conseil de sécurité, un de ses membres permanents du Conseil de sécurité, de pouvoir s'opposer à la mise en œuvre d'une résolution par le droit de veto. Droit de veto que la diplomatie américaine va quand même considérablement utiliser pendant la guerre froide. De mémoire, je crois que les États-Unis l'ont beaucoup plus utilisé que l'Union soviétique. Et ils l'utilisent en fait chaque fois que les intérêts nationaux, les intérêts prioritaires des États-Unis peuvent être mis en cause, mis en question par une décision de résolution. Donc, pour résumer cette première partie, fin du principe de l'isolationnisme américain, une puissance au service d'une croisade qui est la croisade pour la liberté, une croisade qui finalement n'est pas terminée en 1945, et puis les États-Unis, architectes en chef de la reconstruction, d'un système politique international qui repose donc sur l'ONU, et l'ONU dont les principes fondateurs sont à la fois des principes, je dirais, démocratiques, mais également des principes qui trouvent leurs origines dans les fondements de la nation américaine, à savoir la responsabilité de chacun des membres et le fait que certains membres aient plus de responsabilités que les autres et qu'il n'y a pas donc d'égalité finalement formelle entre les puissances. Deuxième partie maintenant, la première puissance économique mondiale. Alors pour commencer, je vous propose de visionner cette petite vidéo. Donc là, vous mettez quoi comme type d'essence? Essence sans plomb. Sans plomb. Ça démarre au quart de tour? Ah oui, au moins peu, mais ça m'étonnerait. Ouais, je l'ai dit que ça fait bien en haut de pas assez. Voilà donc le tracteur de Monsieur Allard. Donc vous pourrez visionner la suite, c'est pas très long, il a l'air sympathique ce Monsieur Allard, et son tracteur il est flambant neuf. Bon, je ne sais pas si tout est d'origine puisque la corne de brume là, mais enfin bon, passons. Ce qui m'intéresse, c'est ceci que vous ne voyez peut-être pas. Parce que le tracteur de Monsieur Allard, en fait, il a une histoire. C'est un McCormick qui a été construit en 1943 sur les chaînes donc McCormick à Chicago et qui est arrivé en pièces détachées au Havre en 1945. Et il témoigne de deux choses. Un, de la modernité, je dirais, économique américaine. Deux, de la puissance industrielle américaine et de sa capacité finalement, après la guerre, et très vite après la guerre, de pouvoir quelque part se reconvertir et de pouvoir trouver notamment dans les marchés européens qui sont complètement
détruits, hein, les économies européennes complètement détruites, des débouchés sur lesquels la puissance industrielle américaine va pouvoir réellement s'exprimer. Alors, désolé, elle repart. Ok. Alors, les États-Unis, donc, et c'est signalé dans vos manuels, en 1945 apparaissent comme la première puissance industrielle mondiale. Donc on a vu ce tracteur de M. Allard et la manière dont les plans de reconstruction de l'Europe et de modernisation de l'Europe servent aux Américains de marché de diffusion de l'ensemble de la production de leurs biens industriels. On va visionner ici une autre petite vidéo. Alors, elle est en anglais, vous pourrez mettre le son, mais elle va bien nous faire comprendre en fait sur quoi repose finalement cette puissance industrielle américaine. Et j'ai baptisé cette vidéo de l'aventure des Liberty Ships. Alors, les Liberty Ships, vous verrez dans la vidéo, ce sont ces navires de commerce très légèrement armés qui ont été utilisés dans les convois logistiques que les États-Unis ont mis en place entre les États-Unis et l'Europe. En fait, le Liberty Ship, c'était la courroie de transmission de l'arsenal des Alliés qui était devenu, pendant la guerre, les États-Unis. Ok, j'espère que ça marche. Alors j'ai coupé le son, hein. Donc voilà les Liberty Ships. Donc, sont des navires à vocation commerciale ou de transport de troupes. Ils sont légèrement armés néanmoins, hein. Leur utilité elle est très importante pendant, je dirais, la bataille de l'Atlantique, hein, qui a été, on l'oublie souvent d'ailleurs, un moment clé de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est toute la chaîne logistique d'approvisionnement des troupes américaines en Europe à partir de 1944, mais aussi, je dirais, des puissances belligérantes comme la Grande-Bretagne ou l'Union soviétique qui étaient en jeu. Alors, c'est pas tellement la chambre des machines qui va m'intéresser, mais c'est, je dirais, la méthode de construction, puisque, comme vous le voyez, ici, cet historien naval nous explique, hein, que ces Liberty Ships étaient construits par un assemblage, en fait, comme on construit un Lego. Et là, les images sont quand même assez évocatrices. Elles mobilisent la puissance industrielle américaine, la capacité à produire et à produire notamment de l'acier, qui est, je dirais, fondamental pour la construction de ces bateaux. Et puis, dernier autre élément, le mode de production, qui est un mode de production standardisé, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, on va appliquer à la construction ici de ces navires les principes du Fordisme que les Américains avaient développés dès le début du XXe siècle et qui, au moment où la guerre éclate, apparaissent justes. Et on a véritablement, cette image le montre en fait, une construction ici d'un bien industriel lourd, hein, un navire, hein, sur le principe de l'assemblage de différentes pièces dans un véritable travail à la chaîne. Alors, on ne va pas aller plus loin, vous pourrez voir la fin. En termes juste de chiffres, hein, ça leur permettait de sortir quasiment un Liberty Ship tous les 4 jours. Et ça leur a permis de pouvoir en mettre en ligne dans, je dirais, cette opération logistique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, beaucoup plus que la flotte allemande ne pouvait en couler. Alors,
cette aventure des Liberty Ships, elle nous permet en fait de comprendre c'est qu'au lendemain de la guerre, on a un déplacement irrémédiable du centre de gravité de l'économie mondiale. Alors déjà, au lendemain de la Première Guerre mondiale, voire en 1914, les États-Unis s'étaient imposés comme la première puissance industrielle mondiale. Mais ça n'était pas encore le centre de gravité de l'économie mondiale, qui restait encore quand même fortement polarisé autour de l'Europe. En 1945, il est clair que l'Europe est détruite et que le centre de gravité de l'économie mondiale, ce sont les États-Unis. Alors, il s'appuie là-dessus sur une machine de production qui est monstrueuse, qui repose sur un certain nombre de paramètres. Déjà un territoire immense, qui a permis notamment en matière agricole la mise en place de nouvelles méthodes de production. Alors, en termes agricoles, c'est important parce qu'en 1945, les États-Unis ils vont nourrir l'Europe. Alors, vous avez dans vos manuels à la page 55 un texte, justement une déclaration du président Truman, dans lequel il écrit « Il faut se rappeler que ce ravitaillement ne va pas servir à améliorer le régime alimentaire des peuples libérés, mais de le soutenir car il reste en dessous du niveau de subsistance. » Globalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Les États-Unis vont sauver le monde de la famine. Cette économie américaine, dès 1945, donc, elle se reconvertit pour faire face aux différents plans de reconstruction de l'Europe. Ça lui permet de connaître une très forte croissance au sortir de la guerre. Et là, il y a quelques petites informations que, on arrête, quelques petites informations qui avaient été publiées en 1950 dans une revue de géographie et sur laquelle on peut relever que la population américaine, c'est 6% de la population mondiale, qu'ils utilisent et produisent la moitié de l'énergie mondiale. Faut avoir en tête qu'ils s'appuient sur d'immenses réserves et d'immenses ressources naturelles. Au sortir de la guerre, c'est 25% du commerce mondial, ce sont les 2/3 de la flotte mondiale, c'est la moitié de la production industrielle mondiale, et c'est 70% de la richesse mondiale, puisque les États-Unis possèdent 70% du stock d'or mondial. Ces éléments-là sont des éléments fondamentaux pour comprendre que c'est sur ces éléments que s'établit la suprématie américaine en matière industrielle. Mais cette économie, finalement, elle est aussi au service de la mise en place d'un réseau moderne et déjà global au service des intérêts commerciaux industriels américains. Reprenons le texte de la page 55, il est écrit que les États-Unis acheminent maintenant vers l'Europe 1,4 million de tonnes de charbon. Et il faut être clair, l'effort va être quasi similaire de l'autre côté, de l'autre côté du Pacifique vis-à-vis du Japon. Ce qui veut dire que dès 1945, la puissance américaine, elle construit un réseau moderne et déjà global qui est en fait le réseau de la mondialisation telle qu'elle va s'épanouir à partir des années 1990. Mais la puissance industrielle américaine, c'est une puissance qui tisse déjà un réseau moderne et global à l'échelle planétaire. Alors, petit élément quand même à souligner, c'est que cette puissance industrielle américaine, cette machine industrielle américaine, elle doit sans cesse trouver de nouveaux marchés. Alors c'est vrai que la reconstruction de l'Europe au travers du plan Marshall lui donne un certain nombre de débouchés,
Mais cette machine industrielle américaine, elle repose aussi sur le gaspillage, c'est-à-dire sur le renouvellement incessant, je dirais, de la production et donc de la consommation. Ça, on le voit en troisième partie, c'est aussi un des fondements de l'American Way of Life. La société industrielle américaine, c'est de par, je dirais, cette standardisation de la production industrielle, une société industrielle et économique qui va reposer en grande partie sur le gaspillage. Les États-Unis participent aussi à la reconstruction de la gouvernance économique internationale. Alors là, je vais passer très très vite puisque ce sont des éléments qu'on a déjà vus. À savoir l'énonciation d'un certain nombre de principes, notamment la liberté des échanges qui est une véritable garantie pour la paix. Le FMI et la Banque mondiale, une gouvernance qui est globalement dominée par les États-Unis d'Amérique, et puis le dollar qui s'impose comme la monnaie des échanges mondiaux. Pour cet aspect-là, hein, vous pourrez vous référer au cours qu'on avait fait précédemment concernant la gouvernance économique mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on s'aperçoit que, comme en matière de relations internationales, les États-Unis, quelque part, imposent leurs règles dans le fonctionnement à la fois de la machine industrielle, mais également dans le fonctionnement, je dirais, de la gouvernance économique internationale. Troisième point, l'American Way of Life, la diffusion de ces valeurs et de cette culture américaine. Alors, j'ai choisi de prendre en fait un seul exemple, qui est celui de Coca-Cola. Coca-Cola, c'est une marque qui est déjà connue avant-guerre. Elle apparaît notamment en France dès 1919 et l'un des premiers, je dirais, importateurs de cette boisson était basé à Bordeaux. Là, je voudrais que, au travers de cette affiche qui date des années 45-48, on puisse mettre en lumière le rôle fondamental dans la diffusion de l'American Way of Life du soldat américain. Alors, comprenons bien, à la guerre finie, 1945, les troupes américaines restent en Europe et à partir de 1949, avec la signature du traité de l'Atlantique Nord, eh bien, et la constitution de l'OTAN, les Américains installent et pérennisent la présence de leurs troupes sur le sol européen. En France, il y a de grandes bases américaines, notamment autour de Verdun, il doit y avoir Laon, il doit y avoir aussi Châteauroux, je crois. La présence des troupes américaines, c'est 25 à 30 000 hommes quand même implantés sur notre territoire. Et il faut y ajouter également le fait que les ports, notamment de la Méditerranée, deviennent des ports d'attache pour la flotte américaine. Et les soldats américains vont être des vecteurs de transmission essentiels, je dirais, dans cette culture américaine et des vecteurs essentiels dans l'américanisation, entre guillemets, hein, de l'Europe. Donc l'armée joue un rôle fondamental dans la diffusion de l'American Way of Life et à la fois des produits américains, alors là le coca, mais ça a été aussi le chewing-gum, etc., mais aussi, et ça c'est fondamental par rapport à la puissance américaine, dans les valeurs américaines. Il faut comprendre, c'est que ces soldats qui sont implantés en France, ils sont implantés dans des bases, et pour beaucoup, ils ont fait venir leur famille, et les femmes en particulier vont jouer un grand rôle dans cette américanisation de la société, puisqu'elles doivent promouvoir, je dirais, une attitude d'exemplarité dans le comportement individuel, qui est lié, encore une fois, avec, je dirais, les fondations et les valeurs religieuses sur lesquelles se fonde la nation et la puissance américaine.
Ces troupes américaines, elles participent à la distribution d'objets, ce qu'ils appellent les goodies. Alors ça peut être bien sûr, par exemple, les chewing-gums, etc. Et les bases américaines deviennent des relais de diffusion de la culture américaine, parce que ce sont de véritables petites Amériques. Ces bases, notamment la base ville, là où les familles vivent, elles sont construites sur le modèle notamment des banlieues américaines, avec la maison individuelle, la voiture, etc. Donc c'est fondamental là de bien comprendre que dès 1945, l'américanisation de la société européenne, elle passe par un vecteur. Ce vecteur, c'est les troupes américaines. Et là, on voit en fait converger à la fois des éléments de ce qu'on appelle du pouvoir d'influence, hein, par exemple le Coca-Cola, et je dirais des éléments du pouvoir d'actionner la force avec cette présence des troupes américaines en Europe. Alors on va poursuivre l'étude du cas de Coca-Cola hein, au travers, si ça marche, de cette publicité. Je crois qu'elle date de 1987. Alors là, vous allez l'écouter dans sa totalité parce que elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'est parti. Je suis le monde de l'avenir, je suis l'espoir de ma nation, je suis le peuple du futur, et je suis votre inspiration. Nous avons une chanson à chanter, nous avons un message à donner. Que demain soit pour vous et pour moi un nouveau jour, nouveau jour. Nous nous tendons la main, oui ce sera demain un nouveau jour, nouveau jour. Et nous serons tous là, Coca-Cola c'est ça, un nouvel pour toujours, on était le demain. Nous ferons un meilleur pour vous, un meilleur. Bien, voilà, cette pub de Coca-Cola de 1987, pour la remettre en perspective, on est quand même dans une période où on atteint la fin de la guerre froide, mais si vous avez bien écouté le début, on retrouve en fait l'un des fondements de la puissance américaine, cette dimension de peuple élu et cette dimension aussi fondamentale des États-Unis à l'origine d'un monde nouveau qui de toute façon doit être un monde meilleur. Et on voit je dirais la mise en scène avec cette assemblée d'individus hein, plutôt jeunes qui sont effectivement le monde de demain, un monde de demain qui repose sur des valeurs qui pour les Américains sont des valeurs universelles, à savoir la liberté individuelle mais aussi les valeurs de la démocratie. Et ce qui veut dire que, je dirais, la diffusion culturelle, la culture, elle diffuse aussi, je dirais, une idéologie américaine. Et c'est la base du soft power, quelque part, de ce pouvoir d'influence qui amène des sociétés, finalement, à penser comme la société américaine. Voilà, j'ai fini. Bon courage à vous tous, puis on se reverra peut-être un jour. Je ne sais pas combien vont regarder cette vidéo, mais à la limite, je m'en fiche. Bye.